Cette deuxième partie du 5e épisode s'appelle « Capter l'inspiration ». Parmi les pratiques que j'ai rencontrées sur ma route, alors que je me rêvais thérapeute magicien en devenir, une va me permettre de faire une transition sympa vers la créativité, les constellations familiales. Si au départ, la psychanalyse a cherché à soigner en ne prenant du contexte familial, économique ou sociétal d'un patient que ce que celui-ci en percevait et ce que ça lui faisait ressentir, progressivement, à mesure que de nouvelles générations de psychothérapeutes ont cherché de nouveaux moyens pour mieux aider leurs patients, on a pu voir le souffrant comme partie d'un système et que ces pathologies étaient souvent des manifestations des dysfonctionnements de la structure. Et donc le thérapeute a commencé à inviter dans la salle de consultation les autres acteurs du système. Vous connaissez les thérapies de couple pour les avoir vues mentionnées régulièrement dans les films et les séries télévisées. Mais il y a aussi les thérapies familiales. Et dans ce cas-là, dans la salle de consultation, on va avoir le père, la mère et les enfants. Des fois, la pathologie exprimée par un individu est le symptôme d'un problème se jouant à la maison. Comme l'enfant qui, devant des parents divisés, au bord du divorce, va partir en cacahuète pour les obliger à travailler en équipe. À un niveau plus élevé, il y a la psychogénéalogie, avec les secrets de famille de certains ancêtres qui ont tendance à impacter leurs descendants, génération après génération. Ici, généralement, ces aïeux ne sont plus présents dans la vie du patient. Le système défaillant n'est bien sûr plus physique, c'est une image interne. Il y a un petit glissement de catégorie. C'est bien gentil cette affaire, mais comment fait-on pour traiter une personne impactée par les traumatismes d'un ancêtre mort depuis des décennies ? Il y a une technique hallucinante qui permet d'apporter des changements, voire des solutions à ce problème, les constellations familiales. C'est une approche qui s'utilise généralement durant un week-end en groupe. Le thérapeute accompagnateur demande au patient de choisir parmi les participants des gens pour jouer le rôle des personnages peuplant son arbre généalogique, puis de les placer instinctivement dans la pièce. Le groupe choisi devient une représentation de la configuration familiale interne. Et là, il y a quelque chose de magique qui va se passer. Ces personnes placées ici et là dans la pièce se mettent à ressentir des choses sans rapport avec leur expérience et leur vie, mais en rapport avec celle du patient au cœur du système. Ils ont des idées, des sentiments envers les autres acteurs. L'accompagnateur les amène à verbaliser ces informations et guide alors le patient pour qu'il réarrange sa représentation jusqu'à ce qu'il sente que celle-ci est juste, que les tensions comme le problème ont perdu de leur force. Bon, de l'extérieur, ce n'est pas nécessairement la plus impressionnante des magies. Par contre, quand vous êtes dans le système et que vous vous retrouvez envahi par des pensées et des sensations ne vous appartenant pas, là, c'est sacrément troublant. Vous n'avez plus la possibilité d'être dans un préjugé, vous venez de faire une expérience. Et si vous pouvez vous interroger sur la nature de celle-ci, sa réalité, par contre, n'est plus de l'ordre du discutable. À la fin du week-end ou de la journée, le patient reprend sa vie, il dort sur ce qui vient de se passer, et progressivement, durant les jours qui vont suivre, va pouvoir sentir un changement s'opérer en lui. Ses ressentis, ses impulsions, ses obsessions vont progressivement changer. Et donc voilà, je peux enfin faire mon raccord avec la créativité. On passe notre vie à jouer des rôles dans différents systèmes. Notre esprit est bombardé d'idées de provenance mystérieuse. Bien sûr, nous sommes nous-mêmes avec notre structure, nos habitudes, nos croyances qui vont filtrer, bloquer et amplifier tout ça. Mais je pense, comme beaucoup d'artistes, musiciens, écrivains, que notre créativité est une canalisation de quelque chose qui semble venir de l'extérieur de notre conscience. Souvent, quand je relis longtemps après ce que j'ai pu écrire, je reconnais mes tics et mes obsessions, mais je vois aussi d'autres choses qui m'impressionnent, qui me sont étrangères. Ça ne me ressemble pas. Je me dis, mais comment est-ce que je fais pour penser à un truc comme ça ? Les meilleures choses que j'ai pu écrire ne viennent pas vraiment de moi. Bon, c'est mes doigts, c'est mes mots,
mais c'est aussi majoritairement autre chose. Certes, je suis tout à fait capable d'écrire de force, de manière délibérée, avec un objectif bien précis en tête, avec un résultat assez prévisible en termes de fond et de forme, mais ce n'a pas la même qualité. Il y a là quelque chose de mort, de domestiqué. Je pense que lorsqu'on s'abandonne, on est en transe. Nos petites pensées ne se mettent plus en travers de ce qui nous traverse. Je ne dis pas que c'est nécessairement génial en termes de rendu, ni que dans le cadre d'un roman, ça vous amène là où vous voulez aller. Il y a souvent de la retape à faire. Vous écrivez aussi rapidement que vos doigts peuvent suivre, et donc il y a des problèmes de syntaxe et autres qu'il faut ajuster. Mais ça, on le fait après. On attend d'avoir terminé la phase créative, d'être arrivé au bout de notre texte ou de se retrouver à court de jus. Alors que vous écrivez, pris dans votre transe, vous pouvez sentir qu'il se passe quelque chose. Vous êtes transporté. C'est quelque chose de fort, mais aussi de fragile. Un coup de téléphone, une idée extérieure peut ruiner la transe et vous ramener ici-bas. Quand j'étais jeune, j'ai entendu parler à de nombreuses reprises d'écriture automatique. En écoutant et lisant les témoignages, j'avais l'impression que la main s'agitait d'elle-même comme dans un film d'horreur, qu'on se retrouvait possédé. Je me disais, mince, ça, c'est de l'expérience. Il faut absolument que je vive un truc comme ça. Obsédé par les symptômes, par la forme décrite par les gens qui témoignaient, par tout ce cirque, il m'a fallu un moment avant de comprendre que finalement, à mon niveau, avec ma structure, ce dont je faisais expérience dans mes moments d'inspiration était exactement ça. Je ne me rendais pas compte que le merveilleux était présent. Je cherchais du clinquant, du fluo et des décibels, mais en fait, il était là, tout timide, en couleur pastel. Dans P.L.A.C., Joshua, un des personnages principaux, cherche à devenir magicien, et les résultats sont plutôt décevants. Mais dans un délire, il invoque une déesse pour le guider alors qu'il compose de la musique, et ça marche pour lui. Si on veut voir les choses de manière cartésienne, ce qui se passe pour ce personnage comme pour d'autres créatifs, c'est que dans tout son cirque, avec ses invocations, ses offrandes, il rend cette déesse très réelle pour lui. Il s'enfonce dans une métaphore qui lui permet de connecter à un morceau de sa psyché. Une énergie généralement éclipsée par d'autres aspects de sa personnalité. Et grâce à la transe, il se concentre sur elle, il débranche le reste, ce qui lui permet, en adoptant le vocabulaire de sa métaphore, de vivre une possession. Elle est la vague, et lui, armé de son savoir de musicien, est comme un surfeur chevauchant sa planche. Dans l'Antiquité, la Pythie, les oracles, comme plus tard certains occultistes, pour pouvoir accéder à ce qui, selon leur métaphore opérative, est une possession divine ou démoniaque, se perchaient en utilisant certaines drogues puissantes, des parfums enivrants, des chants et des danses sur des musiques effrénées et répétitives. Ils accédaient à des états de conscience particuliers et à des réservoirs d'informations dont ils se servaient pour écrire des livres sacrés, répondre aux questions des croyants, faire des prophéties et tutti quanti. Des fois, on voit mise en avant dans certains livres la figure de l'artiste drogué qui vit sur un autre plan. Personnellement, je pense que c'est une voie à éviter. Certains états où la conscience est altérée chimiquement nous permettent d'accéder à des idées hors de notre portée le reste du temps. Mais ils ne confèrent aucune compétence technique. Et il y a aussi un prix à payer question santé mentale et physique. Très souvent, la maîtrise des dosages est problématique et extrêmement rapidement, les substances se mettent en travers de la créativité. On peut y aller plus doucement, sans raccourci, et utiliser notre esprit clair pour, une fois l'expérience derrière nous, apprendre à la domestiquer. Pas pour interférer, mais plutôt pour lancer le processus de plus en plus facilement et avoir des vagues de plus en plus puissantes. Quelques clés pour y arriver. La méditation permet de gagner en maîtrise sur l'activité mentale, qui souvent mène la danse, et elle donne à l'observateur en nous suffisamment de poids pour ramener à la conscience les choses après coup. J'insiste sur le côté après coup. Si vous basculez en mode observateur, vous sortez de la transe. Et donc vous quittez la vague pour vous retrouver à l'observer depuis la plage. Comment accéder à un état adéquat ? Déjà, coupez le téléphone et la connexion internet. Puis suivant la scène à écrire, utilisez une musique en boucle collant parfaitement à l'émotion prédominante. Si vous avez une idée claire de ce qui va se jouer, fermez les yeux et jouez la scène dans votre tête. Perdez-vous dans les détails visuels, auditifs, kinesthésiques.
Imaginez les odeurs, les sensations, laissez-vous disparaître. Quand vous êtes dans la zone, placez-vous devant la page ou le clavier et laissez-vous porter par vos idées. Et pas de jugement, ce n'est pas le moment, on suit tranquillement le courant. Et si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez écrire, connectez-vous à une émotion forte à travers un souvenir ou un fantasme, en boostant votre expérience comme expliqué précédemment. Tout ce que je viens d'évoquer, ce n'est rien d'autre que de l'auto-hypnose appliquée. Et je reviendrai sur les tenants de cette pratique un peu plus tard, durant les segments 4 et 5 de l'épisode. En attendant, c'est terminé pour cette petite partie, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le segment suivant, Forever Young. À toutes.